Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Laborde et je suis directeur Embarcadero France. Alors Embarcadero, ça vous parle peut-être pas, je vais juste faire un petit récapitulatif. En fait, il faut savoir que vous avez très certainement, tous ceux qui font du développement, ou en tout cas dans les plus anciens connu, un outil de développement qui s'appelait Delphi, qui existait chez Borland à l'époque. En 2007, on va refaire vite fait l'histoire, Borland décide de vendre sa partie outil de développement. Ça n'a pas forcément été super bien fait ou bien annoncé en tout cas. Et en 2008, Embarcadero, qui est un éditeur qui fait des logiciels autour de les bases de données, décide de racheter la partie outils de développement. Donc Embarcadero est aujourd'hui l'éditeur qui s'occupe entre autres de Delphi, de C++ Builder et de plein d'autres outils. Donc déjà, on va... Comme le but de l'association, c'est aussi de casser des idées et des préconçus, on va en casser une vite fait. Delphi n'est pas mort, d'accord. Il existe encore. Et on a de nombreux développeurs dans le monde. Il y a plus de 12 millions de développeurs dans le monde aujourd'hui qui font encore du Delphi. On a des nouvelles versions et je vais vous montrer justement un petit peu ce qu'on sait faire avec Delphi. Juste pour faire parler un petit peu d'Embarcadero, donc c'est une société qui a été créée en 1993. Il y a 3,2 millions de clients, je l'ai dit, mais plus de 12 millions de développeurs qui utilisent nos produits. On a 97% des Fortune 2000, ok, on a reçu plein de récompenses. Et aujourd'hui, on a plus de 500 employés présents dans 29 pays. On a une gamme de produits chez Embarcadero qui couvre tout, pas que la partie outils développement, mais tout le cycle de développement, puisqu'on a également des outils autour de la base de données, des outils d'administration et autres. D'accord, je ne vais pas m'étendre là-dessus, le but c'est plus de vous parler de Delphi, et je vais vous parler donc de la dernière version de Delphi. Et je vais vous faire une petite démo, puisqu'il n'y a rien de mieux que la pratique pour montrer les choses. Ok, aujourd'hui, une des principales nouveautés, une des principales évolutions qu'on a dans les dernières versions de Delphi, donc on est dans la version X7 aujourd'hui, c'est ce qu'on défend aussi au niveau de l'association, c'est le multiplateforme. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un seul et même projet, un seul et même code, je vais pouvoir cibler du Mac OS X, du Windows, bien entendu, mais également la partie mobile avec de l'iOS et de l'Android. Encore une fois, avec un seul et même code, je vais pouvoir compiler sur différentes plateformes. Donc je vais vous montrer juste vite fait comment ça fonctionne, histoire de vous montrer que ce n'est pas juste un joli discours marketing pour faire bien, mais que ça fonctionne pour de vrai. Donc je vais pouvoir créer une nouvelle application multipériphérique en fait. Ici, je suis au niveau de la conception. Je vais pouvoir créer mes écrans pour mes différentes plateformes. Et si je remarque, je vais peut-être baisser un petit peu la résolution parce que je pense que derrière... Si on regarde sur la partie droite qui est ici, on va se rendre compte que j'ai différentes options et je vais avoir notamment la possibilité de définir des plateformes cibles. Et en fait, qu'est-ce que je retrouve ? Je vais retrouver Android, je vais retrouver OS X, je vais retrouver iOS, que ce soit le simulateur ou les périphériques. Je vais trouver Windows 32 bits et Windows 64 bits. Encore une fois, une seule et même application et je suis capable de cibler toutes ces plateformes-là. Comment ça va fonctionner ? Il va y avoir deux parties, il va y avoir la partie code et la partie design. Juste pour montrer, en fait, c'est une des nouveautés des dernières versions. On va pouvoir designer les écrans, partir sur une référence pour mes écrans, et parce qu'on est tous d'accord qu'on ne va pas designer de la même manière un écran mobile d'un écran desktop, je vais pouvoir dériver mon écran de manière à créer des écrans spécifiques pour chacune des plateformes. En fait, ici, j'ai une notion de mètre, c'est mon écran principal, d'accord, dans lequel je vais mettre mes composants. Donc, juste vite fait, on va utiliser un composant juste pour se générer quelques données rapidement. On va reprendre des images. On va reprendre... ok, des infos non. Et une fonction, voilà. Ok. Maintenant, je vais vouloir afficher tout ça très rapidement. Pour ça, je vais utiliser des composants. On a parlé des composants tout à l'heure. Donc, je vais avoir un composant, par exemple, qui est un composant ListView. D'accord.
Je pourrais me mettre, tiens, allez, soyons fous, prenons une toolbar. Et dans cette toolbar, on va mettre des boutons, par exemple. Ok, j'ai designé mon écran maître. Maintenant, je vais vouloir faire des écrans spécifiques pour chacune de mes plateformes, d'accord? Et imaginons que je veuille cibler, par exemple, Android pour commencer, par exemple. Ici, je vais avoir différentes vues. Je vais pouvoir choisir une vue et automatiquement, je vais être sur une vue spécifique Android, d'accord, qui sera prise en compte à la compilation seulement pour Android et pas sur les autres plateformes. Je vais retrouver tous mes composants. Je vais retrouver mon composant ListView qui est là. Donc, on va l'aligner pour que ça soit un peu plus sympa. Ok, je vais retrouver mes boutons. On va les aligner également pour que ça soit un petit peu plus sympa. Ok. On est sur Android, donc on voudrait avoir un look qui ressemble à quelque chose de spécifique à Android. Pas de problème, on va aller sur mes boutons. Et vu que je suis sur une vue Android, je vais pouvoir, par exemple, allez, peu importe hein, le look qu'on va prendre pour les boutons, c'est pas ça le plus important. Ok, j'ai donc des boutons avec un look spécifique par rapport à Android. J'ai ma liste, maintenant il va falloir que je la relie à mes données que j'ai... pardon, ça se fait sur le maître. Ok, je vais avoir juste dans ma list view, je vais prendre dans ses propriétés, dans item apparence, il y a différents types d'apparence, on va prendre image system bottom détail, voilà. Ici j'ai mes images, je vais relier ça à mes images, mon nom à ma propriété texte et mon titre à ma propriété détail. Ok. D'accord, on va dire que sur ma vue Android, j'ai bien ma vue qui est reliée ici, ok. Je pourrais faire également une vue spécifique pour Windows, d'accord, même si j'ai un maître par défaut. Donc je pourrais dire par exemple que ben, moi en mode Windows, je préfère que ma liste soit alignée à droite, par exemple, d'accord. Que mes boutons soient, que ma toolbar soit en bas au lieu d'être en haut, d'accord. Et avoir mes boutons qui sont alignés, pardon, à gauche. Et le bouton qui est aligné à gauche. Ok. Je vais aller enregistrer tout ça. Je pourrais également faire une vue pour mon iPhone, d'accord? Donc prendre une vue iPhone par exemple. On va remarquer au passage que, alors, je pourrais dire que sur iPhone, ma toolbar, je vais la voir en bas, ok, au lieu d'en haut par rapport à Android. Je vais réaligner mes boutons comme il faut. Ok. Je pourrais au passage également donner un look à mes boutons qui soit un look plus iOS. Au passage, ce qui va me proposer, c'est un look de bouton par rapport à ce qui existe sur iOS, d'accord? Donc, peu importe ce qu'on prend. Ok. Et ensuite, j'ai plus qu'à compiler mon application sur les différentes plateformes. Si je compile mon application sur Windows, automatiquement, j'ai bien mon look d'application Windows, d'accord? Je précise au passage que toutes les applications qu'on compile sont des applications natives, d'accord? Pas besoin de runtime, pas besoin de framework. Vous avez juste votre application, elle est complètement autonome. Et cette même application, donc, si je décide de la compiler, par exemple, sur iOS,
Je vais avoir mon iPhone qui est connecté ici. Alors j'ai un Mac, hein, ça c'est tous que chez Apple, on ne peut pas rien faire si on n'a pas de Mac. Hein. Sinon ils ne sont pas contents. Donc voilà. Donc je suis obligé de passer par un Mac pour la génération de l'application. Okay. Ici, j'ai la prévisualisation de mon iPhone, d'accord. De l'autre côté, il est en train de compiler, donc il faut qu'il compile et puis qu'il transfère ensuite sur le Mac hein, l'application. D'accord, donc il est en train de déployer. Donc il passe par le Mac et après il transfère ça sur mon iPhone. Forcément, c'est un peu plus long que sur Windows. Hein. Sur Windows, on est directement sur la machine, donc ça va plus rapidement. Ok, il est en train de lancer l'application. Et donc, sur mon iPhone, j'ai bien mon application, d'accord, qui fonctionne parfaitement. J'ai bien accès à mes données, d'accord. Je me balade bien sur mes données. Et de la même manière, cette même application, encore une fois, je suis capable de la compiler sur Android. Donc j'ai mon téléphone Android qui est connecté là, en USB. Cette fois, on n'a pas besoin de Mac hein, pour Android. C'est plus simple. Ah. Fallait bien qu'il y ait une erreur, hein, sinon c'était pas rigolo. Ouais, voilà, forcément. Alors, hop. On va régénérer. Tiens, pourquoi il me... Ok. Bon, il a décidé qu'il voulait pas, d'accord. Il a décidé de... C'est la preuve que les démos sont live. Voilà, c'est du live, c'est pas de l'enregistré, voilà. Bon, tant pis, ça va pas marcher sur Android, je sais pas, on va pas passer 3 heures à chercher d'où vient le problème. Donc le principe, on l'a bien vu, j'ai fait qu'une seule et même application, j'ai pas plusieurs applications. Je peux designer des écrans de manière différente. On voit bien ici que mon écran Android, ma toolbar, elle est en haut avec des boutons spécifiques Android. Par contre, on voit bien que lorsque je passe sur une vue iOS, tiens, pourquoi j'ai plus la vue iOS, c'est ça qui lui pose problème en fait. Quelque chose s'est mal enregistré, ok. Lorsque je suis sur ma vue Windows, par contre, ça a été aligné à droite, d'accord. Donc je vais pouvoir créer des vues sur chacune des plateformes. Et par contre, après, c'est juste une option de compilation. Je vais compiler pour telle ou telle plateforme. Donc un seul et même programme, et je vais pouvoir cibler toutes ces plateformes, que ce soit du desktop ou du mobile. Voilà. Oui ? Alors nous, on a des versions d'essai, on peut mettre un lien sur nos versions d'essai, il n'y a pas de souci, ouais, on peut mettre ça si vous voulez. Oui.
Oui. Il y a possibilité, on a accès à toutes les API. À toutes les API, voilà, tout à fait. Donc nous, on a pré-paramétré toute une série de composants et de classes qui mappent pour prendre une photo, par exemple, sur l'appareil photo, passer un appel ou ce genre de choses, c'est déjà tout fait. Mais même si vous aviez besoin d'avoir accès à une API dans laquelle on n'a pas créé de composants ou de classes, sur toutes les plateformes, vous avez possibilité d'accéder à toutes les API. Que ce soit iOS, que ce soit Android ou Windows ou OS X. Alors en fait, dans l'environnement, on a une option, on a des paramètres qui sont... Répétez la question pour la vidéo. Oui. Donc la question, c'était de savoir si on était lié à certaines versions d'OS, que ce soit Windows, iOS ou Android. Donc quand on passe, en fait, outils, options... voilà, j'ai un gestionnaire de SDK ici et je vais pouvoir jouer sur le gestionnaire de SDK. Bon, en l'occurrence, moi, ce que j'ai ramené sur iOS, c'est la 7.1. Sur Android, c'est certaines versions de SDK. Mais je pourrais ramener différentes versions de SDK et compiler dans une version spécifique. Si ce n'est qu'on ne va pas supporter des versions trop vieilles. Par exemple, sous Windows, vous n'allez pas générer des applications pour Windows 95 ou 98, d'accord. Pareil pour Android ou iOS, il y a une version minimum, mais voilà. Oui, allez-y. Oui. Donc si on prend Windows, par exemple, on démarre à partir d'XP, toutes les versions à partir d'XP. Si on prend iOS à partir d'iOS 6, d'accord, jusqu'aux toutes dernières, même iOS 8, donc il n'y a pas de problème. Et Android, c'est plus une question de version de où il faut être en ARM V7 en fait, et Android, c'est Jelly Bean, la plus ancienne qu'on supporte. Voilà. On enchaîne parce qu'on a plusieurs démos. Merci beaucoup. Merci. Il faut absolument qu'on tienne le timing d'un quart d'heure. De toute façon, nos intervenants seront là pour le cocktail à l'issue, dans moins d'une heure. Donc on va essayer d'enchaîner rapidement les démonstrations et n'hésitez pas à la fois à interroger nos démonstrateurs, les participants à la table ronde. Si vous avez des questions à leur poser, évidemment, seront là aussi lors du cocktail pour échanger. Bonsoir à tous. Je m'appelle Hervé Malville, je suis architecte plateforme chez Salesforce. Donc, je n'ai pas prévu de démo avec du code pour aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long. En un quart d'heure, ça ne va pas être possible, vu tout ce qu'il y aurait à vous montrer. Donc, je vais plutôt faire la chose dans l'autre sens. Je vais vous inciter à faire connaissance avec Salesforce et puis vous irez chercher tous les outils par vous-même. Puisque Salesforce, vous allez découvrir que c'est aussi un outil de développement. Donc Salesforce, c'est une entreprise qui est connue pour le CRM. Le CRM, c'est Customer Relationship Management, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués à ce milieu. Donc on fait des logiciels historiquement pour les forces de vente, pour la relation client. Et puis depuis quelques années, on est sorti de cette définition puisqu'on a basé tous nos développements, toutes nos applications sur une plateforme. Et c'est cette plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Salesforce se positionne aujourd'hui avant tout comme une solution PaaS, Platform as a Service. Après 15 ans d'existence, en fait, ça fait maintenant 4-5 ans que cette plateforme qu'on utilisait en interne est disponible en tant que telle comme offre. Donc nos clients peuvent très bien choisir de développer sur Salesforce sans pour autant faire appel à nos solutions pour la relation client. Et on a d'ailleurs beaucoup de logiciels en tout genre sur cette plateforme. Donc c'est une solution cloud. Donc vous avez peut-être vu ce logo No Software très longtemps pendant Salesforce, qui a maintenant disparu, qui signifiait qu'on n'avait pas à s'occuper de logiciels. Évidemment, il y a du logiciel derrière, mais on ne s'occupe pas, comme tu disais tout à l'heure, de SGBD, de choses comme ça. On a juste à appuyer sur le bouton et ça tourne. Donc ça tourne à un prix, évidemment, et c'est un modèle de souscription avec un coût à l'utilisateur.
Si vous aviez un doute sur le positionnement de Salesforce, c'est pas moi qui le revendique, hein, on est vu par le Gartner, qui est donc un organisme qui fait des classements des entreprises. Ben, on est positionné en haut à droite, ce qui d'habitude est plutôt bon signe. Salesforce, c'est aussi une place de marché qui s'appelle AppExchange. C'est un site web évidemment pour l'accès. C'est un petit peu comme l'App Store ou le Google Store, sauf que c'est plus tourné évidemment vers des applications professionnelles. Et en quelques clics, si vous êtes déjà client Salesforce, vous pouvez aller choisir votre application et l'installer dans votre environnement. Ça se déploie de cette façon, en 3 clics. Vous pouvez rajouter une application. Beaucoup sont gratuites. Certaines sont évidemment payantes avec un mode de souscription qui peut reprendre celui que je vous indiquais tout à l'heure avec un coût par utilisateur. Et ça permet d'installer dans son environnement un certain nombre de fonctionnalités. Ça peut être des fonctionnalités techniques comme de la génération de PDF avancée par exemple, mais ça peut être aussi des applications complètes. On a même un ERP sur cette place de marché. Donc on est capable d'enrichir en fait son environnement en allant chercher la brique qui va bien. Alors comment ça marche chez Salesforce ? On n'a pas de virtualisation, on n'a pas de matériel dédié à nos clients. C'est ce qu'on appelle du multi-tenant. Ça veut dire que l'ensemble de nos clients tournent sur la même plateforme. Donc vous voyez ici Coca, General Electric, etc. qui sont sur le même environnement. C'est effectivement comme ça que ça marche, à tel point que tous nos clients sont en fait sur la même base de données. Ça paraît un peu dingue, la première fois que j'ai appris ça. J'ai un peu ouvert des grands yeux. Et c'est pourtant comme ça que ça marche et c'est une innovation assez majeure. Et l'intérêt de cette architecture, c'est qu'elle nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 150 000 clients et d'avoir non pas des milliers de personnes pour maintenir ces machines, mais juste quelques centaines, voire en termes d'administrateurs de bases de données, quelques dizaines. C'est plusieurs millions d'utilisateurs qui tournent tous les jours sur ces machines, avec des taux de disponibilité énormes, de 99 à peu près aujourd'hui. Et c'est un environnement qui bouge sans arrêt. On ramène 3 versions majeures par an, ce qui permet à nos clients de bénéficier de 200 à 300 innovations à chaque release. Et tout ça se fait de manière fluide. Vous pouvez même rester connecté pendant la mise à jour, ce n'est pas un problème. Et on permet à nos clients de personnaliser les applications. Alors si vous ne connaissez pas Salesforce, sachez que quand vous utilisez notre solution de CRM, vous pouvez modifier le modèle relationnel, vous pouvez modifier les écrans, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne nous empêche pas d'amener des nouvelles releases et ça n'empêche pas nos clients de faire des choses très spécifiques dans leurs applications. Et ça continue à tourner. C'est aussi quasi une exclusivité dans le monde du logiciel d'être capable d'amener des releases. Et ça casse jamais ni vos développements, ni les personnalisations sur les applis que vous prenez chez Salesforce ou sur la place de marché. Notre priorité, c'est la sécurité avant tout, la sécurité de nos clients. On est dans le cloud, donc évidemment, il y a des conditions drastiques. C'est le design de nos applications, c'est des audits externes, c'est des tests d'intrusion, y compris par nos clients. C'est vraiment un point important. Si vous souhaitez savoir dans quel état sont nos services, vous avez un site qui s'appelle trust.salesforce.com. Vous pouvez consulter en temps réel l'état de tous nos systèmes. On est complètement transparent, il n'y a pas besoin d'être client pour ça. Ensuite, quand on développe quelque chose de nouveau sur la plateforme, on va faire que ce soit accessible au travers d'API. Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sans qu'on puisse utiliser ces nouvelles fonctionnalités à distance. Ça va permettre de réutiliser tout ce qu'on fait sur la plateforme, sur un terminal mobile par exemple. Évidemment, comme c'est une plateforme, on peut coder. Je vous donnerai quelques illustrations de comment ça fonctionne. Et puis, on a très à cœur de faire de la collaboration. C'est-à-dire que quand on crée une application sur la plateforme, elle est d'office collaborative. Ça va permettre de travailler autour de la donnée. C'est aussi une particularité de notre outil de collaboration, puisque tout se fait autour de ce qui se passe dans la base de données. C'est-à-dire que vous avez des fils de discussion directement sur les enregistrements dans le système. Et bien sûr, la mobilité, tout ce que vous faites sur la plateforme, vous n'avez rien de particulier à faire, c'est directement disponible sur mobile. Rapidement, donc voilà le cœur de nos API avec des fonctionnalités que vous pouvez utiliser évidemment dans la plateforme, mais à l'extérieur, vous pouvez, si vous voulez mettre du reporting de Salesforce dans SharePoint par exemple, ce n'est pas un souci.
pour faire tourner les applications mobiles, en fait, on a une application qui s'appelle Salesforce One. Salesforce One, c'est aussi le nom de notre plateforme aujourd'hui. Et cette application, elle amène tout le contenu que vous avez pu développer sur un terminal mobile. Et l'interface utilisateur va vraiment être une interface de mobile. Donc, on a une manière de créer les applications dans Salesforce qui fait qu'on a d'un côté une application web, de l'autre une application mobile. Et il n'y a rien à faire pour que l'écran se présente comme il faut en fonction du device. Ça va se faire tout seul. Et si vous voulez coder à l'intérieur de cette application, c'est possible. Vous pouvez rajouter de l'HTML, du JavaScript, ce n'est pas un souci non plus. Vous pouvez étendre cette application qui reste une application à notre niveau standard. Sur la plateforme, on a Force.com, qui c'est, je dirais, l'élément dont je vous ai parlé, mais il y a aussi Heroku. Heroku, certains d'entre vous connaissent probablement, sans peut-être savoir que, en fait, c'est une acquisition de Salesforce. Donc Heroku, ça fait partie de ce qu'on appelle Salesforce One, ce nom qui est apparu à notre événement Dreamforce de l'année dernière. Et donc Heroku, c'est une plateforme de déploiement donc qui permet effectivement d'aller dire je veux une ressource, je veux une machine et je veux que ça tourne tout de suite. En quelques clics, ça va effectivement être comme ça, ça peut se faire. On va pouvoir mettre en place très très vite des ressources. Force.com, c'est quoi? C'est le fait de développer très très vite. Pourquoi? Parce qu'on va faire de la métadonnée. Au lieu de développer du code, aller mettre des boutons et des choses comme ça, on va travailler avec de la métadonnée, on va manipuler cette métadonnée. Et c'est cette métadonnée qui sert à générer les écrans et ce qui fait que ça tourne aussi sur mobile sans effort, puisque c'est avant tout au niveau métadonnée que ça se passe. Vous l'avez compris, il y a de la mobilité, de la collaboration, des règles métiers, des workflows, du reporting, toute une série de briques qui viennent d'office se mettre dans votre application, ce qui veut dire que vous n'avez jamais à réinventer l'eau chaude. Tout ce que vous faites va pouvoir tirer parti des fonctions de la plateforme et elles sont plutôt nombreuses. Et bien sûr, vous êtes développeur, donc vous allez vouloir coder. Donc sur la plateforme Salesforce, on a un langage qui s'appelle Apex. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, peut-être que ça ne veut rien dire du tout. Ce que je peux dire, c'est que c'est proche de Java. C'est une syntaxe qui est relativement identique à Java et assez proche aussi de C#. On a emprunté quelques éléments de C#. C'est un langage orienté cloud et orienté données, c'est-à-dire qu'il est très facile dans cet environnement d'aller faire de la manipulation de données dans la base. Vous voyez ici par exemple qu'on a une requête à l'intérieur du code. C'est un petit peu comme la technologie LinkQ de Microsoft. Et on va être capable de consulter de l'information, de la mettre à jour. Et c'est très facile à écrire. Donc l'idée là, c'est qu'on va pouvoir développer quand même relativement vite dans cet environnement. On a un deuxième outil qui est un outil pour construire des interfaces utilisateurs. Ça s'appelle Visual Force. Cette techno donc, est un langage de tag qui va permettre de générer de l'HTML. Ça se mixe très bien avec de l'HTML5, avec du JavaScript. Donc vous pouvez mélanger en fait les technos et on va pouvoir utiliser cet outil pour faire de l'application mobile en mode HTML5 ou faire des écrans desktop spécifiques. Donc si vous voulez faire des interfaces utilisateurs custom, c'est cette techno qu'on vous met à disposition. Heroku, donc, qui est le pendant de Force.com sur des technologies plus classiques, Ruby, Java, Node.js, PHP, et c'est un outil de déploiement. Donc j'ai une application à déployer en une seule ligne de commande, je vais pouvoir mettre à jour mon application sur les serveurs, et c'est parti, et ça tourne. Donc quelque part, Heroku est beaucoup plus simple que Force.com. Mais ça ne suffit pas dans tous les cas. Quelquefois, on a envie de faire des applications natives. Alors, on a vu Delphi tout à l'heure, qui pouvait être une solution intéressante. Je ne sais pas si dans Delphi, il y a des connecteurs pour aller utiliser les API Salesforce. Ça pourrait être une idée. Là, on propose en fait de travailler donc, soit en mode HTML, donc en mode hybride, soit en mode natif sur les devices iOS et Android. Et on propose aux développeurs un pack qui va leur permettre d'être opérationnels et de pouvoir utiliser les ressources de la plateforme Salesforce à distance sur leur mobile. Donc c'est avant tout, l'idée c'est de ne pas réinventer l'eau chaude à nouveau, d'être capable très vite d'être opérationnel et de pouvoir profiter de la plateforme Salesforce depuis une application mobile full custom.
Si vous aimez les toutes dernières montres à la mode qui s'interfacent avec votre mobile ou qui discutent directement au Wi-Fi, on a créé un pack qui s'appelle le pack Wearables qui vous permet là aussi de récupérer donc, toute une série de devices. Je n'ai pas mis la liste complète et vous en connaissez sûrement quelques-uns. Et ça va permettre de connecter très vite les API Salesforce depuis ces wearables. Donc là, c'est la même idée que le mobile SDK, mais appliqué à des périphériques un peu plus atypiques. Si vous voulez développer sur la plateforme, c'est gratuit, c'est simple. Vous pouvez créer votre environnement en allant sur l'URL qui est là. Ça va vous créer ce qu'on appelle une developer org, c'est-à-dire une instance de développeurs qui va vous donner accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Vous pourrez développer en téléchargeant Eclipse et le plugin qui va vous permettre de vous connecter sur Salesforce, et vous pourrez développer dans votre environnement habituel avec un Git ou un SVN pour faire du source control. On a un mode de cycle de vie des applications sur Salesforce qui est exactement le même que si vous travaillez en local. Et c'est un environnement, donc, comme je le disais, qui est gratuit. Et si vous voulez donc vous montez vos propres démos, vous avez tous les tutoriels qui sont disponibles en ligne, vous avez tous nos documents qui sont disponibles soit sous forme de bouquins quand vous venez dans les salons, soit sous forme de PDF téléchargeables. Tout est à dispo, tout est public chez nous. Et pour finir, alors c'est à San Francisco la semaine prochaine, donc c'est un sujet chaud pour nous. Ça s'appelle Dreamforce, c'est notre événement annuel, plus de 130 000 inscrits. C'est l'événement informatique le plus important au monde aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas les plus connus en termes de nom, mais à San Francisco, à cette période de l'année, on voit des gens avec des sacs à dos marqués Salesforce partout dans les rues, c'est vraiment impressionnant. Et on organise donc des sessions techniques. Vous pourrez suivre, alors c'est en live à San Francisco, donc ce sera en pleine nuit, donc si vous êtes courageux, vous pouvez les suivre en live, et vous pourrez bien sûr regarder les enregistrements. Il y a 1400 sessions, donc vous pouvez choisir celle qui vous intéresse. Il y a plein de partenaires, évidemment, vous avez compris que Salesforce est un écosystème. Donc je vous invite, pour ceux qui peuvent, évidemment, à aller sur place parce que c'est une semaine de folie à San Francisco, mais c'est aussi un moyen à distance sur Paris de suivre un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Et notamment mardi, on a la keynote de Marc Benioff, le PDG de Salesforce, qui présentera toute une série de nouveautés. Et on va amener, donc je ne donnerai pas le détail aujourd'hui, mais on va amener une nouvelle offre sur la plateforme qui va un petit peu, je dirais, faire bouger les choses dans le domaine du cloud. Voilà, merci. Merci Hervé. Je passe la parole à Benjamin. Benjamin, est-ce que ça marche là? Oui. Ça a l'air. On enchaîne avec une petite démonstration de Microsoft, donc Benjamin Guinbertière. Et le cloud Azure, j'imagine. Voilà, alors j'ai... l'idée, c'était là, pour le coup, de rien présenter et de faire du code. Donc, je vais m'asseoir. Hop, comme ça, voilà. Et de faire, comme on est entre devs, faire un peu d'Hello World. Hein. Et ce que je vous propose, c'est de le faire dans différents langages et de façon à vous faire participer. Si c'est un langage dans lequel vous avez codé il y a moins de 12 mois, vous levez une main. Et si c'est votre langage maternel, vous levez les deux mains. Donc, et on va le faire par ordre alphabétique. Alors, je me suis mis comme contrainte deux choses. Il fallait que ce soit, enfin même trois choses. Il fallait que je puisse vous montrer le code ou le taper dans le navigateur, que je puisse l'exécuter depuis le navigateur. Alors dans certains cas, c'est la même chose. Et puis, troisième chose, c'était de faire du code, montrer un Hello World qui soit plutôt dans l'esprit du langage. Donc on va commencer. Alors pour faire tout ça, en fait, j'ai juste instancié dans Azure, dans le cloud, là, deux choses. Un website avec différentes déclinaisons langage. Donc c'est un peu la même chose que du Heroku, hein, mais en Azure. Et puis également une VM donc étant Linux. Sachant que le website lui est plutôt Windows. Là, comme ça. Impeccable. Bon, très bien.
Alors, donc je vais utiliser derrière le website, en fait, vous voyez peut-être ici, là, le nom du website, c'est fierdetdev.azurewebsites.net. Et derrière le website, il y a un Source Control Manager, alors qui sert à plein d'autres choses aussi. Et donc, dedans, je vais utiliser, pour tricher, il y a une ligne de commande. Donc, ça va aider. Surtout qu'on va commencer par du bash. Alors ici, je suis sur une machine Windows. Donc comment est-ce que je vais faire du bash? Je vais aller me connecter sur la machine Linux. Donc je vais aller... Alors là, je suis sur une machine Windows. Donc je vais dans Site Dev parce que j'ai mis ma clé privée pour me connecter sur la machine Windows ici. Alors c'est du bash. Hein, donc vous levez la main si vous avez déjà fait du bash il y a moins de 12 mois. Et les deux mains si c'est votre langage maternel. Vous avez le droit qu'une fois de lever les deux mains. Alors, donc là, je commence par un SSH hein, puisque je fais du bash. Ensuite, je vais dire que je me connecte avec cette clé privée là. Ensuite, je me connecte à la machine qui s'appelle, alors, je me suis entraîné à le taper, fierdetdev.cloudapp.net. Et là, je vais faire lsdev pour regarder. Alors, zut. Qu'est-ce que j'ai fait? SSH-i. C'est pas la bonne clé, ça c'est dommage parce que c'était vraiment la bonne clé. Ah oui, non, alors pardon, c'est parce que il connaît pas le nom de la machine. Alors du coup, je vais lui dire d'accepter le nom de la machine. Là, il faut que je regarde mes trucs, je l'ai pas en tête exactement. Script host key checking no. Tout le monde sait ça. Hein. Personne n'a levé les deux mains. Ah non, alors c'est pas ça. Eh ben, c'est embêtant parce que c'était avec cette machine que je voulais me connecter. Ah non, je suis pas sur la bonne machine. Ah ben, je note fier d'être dev.cloudapp.net. Bon, ben, on va dire que le premier a bugué alors. Hein. C'est pas grave, je vous le montre. C'est pas grave. Alors c'est bête parce qu'il y avait du Ruby dedans aussi un peu. Donc si vous connaissez bien Ruby ou si je vous laisse l'occasion de lever les mains aussi. Alors maintenant on va faire du CMD. Donc là le CMD c'est plus simple. Hein. Donc là je vois que personne lève les deux mains. Donc du CMD, mais on va rester dans l'esprit, hein, toujours dans l'idée de rester dans l'esprit du truc. C'est que évidemment le CMD on garde historiquement, on n'avait pas le droit à beaucoup de caractères. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est juste ça. Hello world. Parce qu'on est limité à 8 caractères en CMD. Alors maintenant, enfin maintenant ça évolue un peu, mais bon c'est... Alors maintenant, on va passer au C#. Donc là, moi, c'est plutôt mon langage maternel. Donc dans du C#, en fait, du coup, j'ai mis ça dans un Git qui est sur du Visual Studio Online, dans de la ASP.NET MVC. Donc j'ai ma vue qui est ici. Alors donc c'est dans le Home. Et dans ma vue, j'ai... Donc je vais afficher le viewbag.message et donc je vais initialiser ce viewbag.message dans le contrôleur. Donc dans le home controller qui est ici. Et donc là, je me suis dit, l'esprit de C#, c'est aussi de faire du link, c'est-à-dire d'avoir un peu une syntaxe à la SQL dans le langage. Donc là, j'ai un tableau de mots. Donc en gros, je me suis pas embêté, hein, j'ai été prendre un lorem ipsum et puis dedans j'ai planqué le hello et le world. Donc il doit y avoir le world, je sais plus où il est. Il est au milieu et voilà, il est là, pardon. Et puis j'ai le hello un peu plus loin. Et donc ce que je vais faire là-dedans, c'est une requête en disant parmi tous les mots, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui commencent par HEL ou ceux qui se terminent par LD point d'exclamation, histoire de faire simple, c'est-à-dire hello d'une part et world de l'autre. Et puis je vais les ordonner par ordre alphabétique. Je les sélectionne et après dans un string builder, je construis ma chaîne, histoire de faire un hello world simple. Donc et donc voilà. Et donc quand je vais alors c'est dans Git, ça a été déployé sur mon website, etc. Et puis donc si je le réexécute ici, effectivement j'ai mon Hello World qui s'affiche tout bêtement depuis ce moyen-là. Alors maintenant on va passer en F#.
D'accord. Alors moi alors voilà. Donc là sur F# en fait j'ai un start FSI en fait qui est juste le fait de lancer le F# interactif qui est sur ma machine. Donc si je lance ce FSI. Voilà, je vais donc, comme c'est un langage fonctionnel, il faut d'abord définir une fonction, donc la fonction P, et la valeur de cette fonction, c'est le fait d'afficher %s, et le point virgule, le double point virgule, c'est uniquement dans le F# interactif. Donc là, j'ai une fonction P. Et à cette fonction, je vais pouvoir lui envoyer ma chaîne de caractères hello world. Et donc pour ça, j'ai un système, une sorte de pipe un peu, et je lui envoie ça à la fonction, et voilà, ça fait hello world. Donc voilà. Et puis pour sortir de l'environnement, bah, c'est aussi une fonction. Donc je dis que je sors et que les choses se sont plutôt bien passées. Donc exit 0. Donc ça, c'est F#. Ensuite, on passe à Java. Il n'y a personne qui fait du Java? Ah si, je t'ai étonné quand même. Ou qu'on a fait dans les 12 derniers mois. Donc là, Java, je me suis dit, Java, langage d'entreprise, etc. On ne peut pas faire un Hello World super simple quand même, qui fasse juste Hello World. Donc, et puis il faut un pattern. Donc j'ai pris le pattern de la classe abstraite. Et donc là, je me suis dit, bon, je crée une première classe qui est le SomethingTeller. Donc j'ai envie de dire quelque chose. Et à partir de là, pour le dire, je vais avoir dans les implémentations concrètes de ma classe le fait d'avoir de pouvoir récupérer le message. Et ça, ce sera fait que dans le côté concret. Au niveau abstrait, je vais le dire. Et donc pour le dire, je prends le message et j'ajoute un point d'exclamation pour le dire haut et fort. Ensuite, je vais avoir une classe concrète qui hérite de SomethingTeller et qui, elle, est un Hello World Teller et qui, concrètement, alors pas directement dans une constante, mais j'ai d'abord une variable privée qui contient le Hello World et dans le get the message, je renvoie cette variable privée. Et ensuite, je peux instancier tout simplement cette variable concrète et l'appeler pour afficher effectivement le résultat. Donc là, je suis dans l'éditeur en ligne qu'il y a avec website, et puis je vais pouvoir tester en lançant mon code, et tout ça, ça m'affiche effectivement un Hello World assez spectaculaire. Donc ça, c'était Java. Alors ensuite, Node.js. Alors Node.js, j'ai fait un truc relativement simple. J'ai juste pris l'exemple standard. Il y a des mains qui se lèvent en Node.js? Ouais. Donc Node.js, regardons le code. Donc là, je vais sur la partie du site qui est en Node.js, et je vais toujours sur la partie dev. Et donc là, c'est tout bêtement un serveur dans lequel... alors tout est écrit à l'envers, puisque c'est le principe du langage JavaScript, entre autres fonctionnel. Donc en gros, on définit un serveur, et puis on écoute sur le port qui est défini, etc. Et on a notre Hello World qui est ici. Et donc quand on appelle ça, voilà. Alors j'avais pensé éventuellement à faire un chat aussi, puisque en général en Node.js on fait un chat, mais bon, j'ai pas pris le temps de le faire. Voilà. PHP, alors PHP, même chose, j'ai fait un truc assez simple. Alors il y a un truc qui est important dans les Hello World de PHP, je sais pas pourquoi, mais ce qui est important dans le Hello World de PHP, c'est toujours afficher le PHP info. Comme ça on est rassuré, on sait qu'on est sur le serveur, on sait qu'on a des variables, etc. On en a une bonne liste. Et ça, quand on a ça, c'est bien rassurant. Donc on va lancer ça et vérifier qu'effectivement on a bien notre PHP info qui est là. Donc on a notre Hello World quand même, parce qu'il faut quand même afficher le Hello World. Et puis ici, une tétra, comment ça s'appelle? Une tétra, oui c'est ça, de variables. Très bien. Ensuite, PowerShell. Alors PowerShell, toujours dans le même esprit. Alors là, j'ai une autre console en fait qui est en PowerShell qui est ici. Donc le PowerShell est ici. Voilà.
Donc là, le PowerShell, l'esprit de PowerShell, c'est d'être relié à .NET aussi. C'est un shell, mais il est relié à .NET. Donc on va faire $message, mais c'est quand même un scripting. Donc $message égale. Ensuite, on va dire, je prends system.string qui a une méthode statique qui s'appelle format. Et dedans, je vais pouvoir dire hello, enfin un premier paramètre, ensuite un deuxième paramètre, ensuite un point d'exclamation, et je vais prendre comme paramètre juste hello. Alors j'aurais pu faire des variables intermédiaires, etc. Mais bon, c'est très bien comme ça. World. Tac. Et pas de point virgule parce que je suis en script, alors j'ai le droit de ne pas avoir des points virgules, donc c'est cool. Et puis ensuite, je pourrais faire echo. Mais bon, c'est pas dans l'esprit du PowerShell qui lui est toujours un verbe et enfin il y a des alias, mais un verbe plus un mot. Donc j'écris dans le out $message et donc j'ai normalement ça m'affiche un hello world quasiment instantanément. Donc ah bah même pas. Alors je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Output, write output, oui pardon. Write output. Voilà, hello world, merci. Ensuite, PowerShell, donc Python. Alors Python, du coup, c'était comme une des contraintes, c'était d'être en web. Ça aurait été dommage de se passer des notebooks IPython. Il y a des mains pour Python? Ouais. Donc dans les notebooks IPython, en fait, il suffit, c'est des cellules et puis on affiche les cellules. Donc par exemple là, je suis dans la cellule où j'ai le Hello World de base, et puis je fais play, run cell, et ça m'affiche le Hello World. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé, parce que j'ai quand même installé tout un environnement scientifique derrière, etc. Bref. Et donc il y a des librairies pour faire du graphique, etc. Et donc j'ai combiné deux exemples que j'ai trouvés sans doute, oui, sur GitHub d'ailleurs. Et j'ai assemblé deux composants, un qui fait des cercles pour faire joli, et un qui fait Hello World pour répondre au cahier des charges. Et donc ça me fait un beau truc comme ça, avec, bon, on pourrait analyser les données, mais je crois qu'elles sont générées de façon random. donc voilà. Et puis on va terminer par R. Donc R, alors là, par rapport au côté alphabétique du truc, R c'est la suite de S. Allez savoir pourquoi. Et donc là, pour le coup, je me suis mis dans Azure Machine Learning, qui est un environnement qui est complètement dans le navigateur. Et pour le coup, j'ai créé donc une expérimentation qui va utiliser de l'exécution de R. Donc là, j'ai fier dev Hello World. Voilà, donc le code, alors déjà je pars d'un jeu de données puisque je suis dans du machine learning, donc j'ai fait un truc en big data, vous voyez, j'ai 4 enregistrements sur 3 colonnes, donc là j'y suis allé fort quoi, hein, je pense que là ça m'écritait au minable, hein. donc là j'ai mis Hello World avec leur importance par rapport aux colonnes Hello World, etc. Et puis j'ai lancé un script R dessus. Alors j'ai repris un code qui fait un word cloud. Donc voilà, qui va faire un cloud.png. Enfin voilà, j'ai repris du code standard en fait. Je l'ai adapté au début, ça parlait d'Obama et d'autres. Et voilà. Et donc j'ai exécuté ça. Alors je l'ai réexécuté quand même parce que le but c'est de l'exécuter. Donc ça l'envoie sur l'environnement d'exécution. Et une fois que c'est exécuté, je vais pouvoir le visualiser ce qui s'est passé dans la console R. Donc moi il m'a affiché des trucs pas drôles et il m'a affiché effectivement hello. Alors j'ai fait la traduction en fait pour ceux qui n'avaient pas suivi pour le truc en anglais. Donc vous avez bonjour et puis world, le monde. Donc voilà pour ce petit clin d'œil au code. Merci Benjamin. Zach, c'est ton tour. Merci Benjamin pour cette démonstration qui illustre bien la multitechnologie. Là, on a eu le multilangage. Merci, bonjour à tous. Alors, vraiment en live. Document. Xamarin. Non, mais c'est bon. Ouais. Je vais lancer la démo, mais
en attendant, je vais lancer le Visual Studio parce que quand même, il faut un peu de code. Et je vais lancer, alors je vais choisir lequel. Allez, on va prendre celui-ci. On va prendre un projet client. Quelque chose qui tourne. Ok. Donc, très rapidement, donc Xamarin. Donc, qui connaît déjà Xamarin, qui a lancé? Ouh, super, excellent. Je suis ravi de voir autant de monde sur la plateforme. Très rapidement, moi, je vais donc vous faire une présentation de l'ensemble des fonctionnalités de Xamarin, mais de manière assez large. Et puis après, on va rentrer dans un exemple d'implémentation. Donc, Xamarin, avant tout, c'est une extension à l'écosystème .NET existant. Souvent j'entends Xamarin va nous permettre de faire du code multiplateforme et donc va nous permettre aussi de cibler les plateformes Windows Phone, Windows 8. Non, Windows Phone ou Windows 8 sont des environnements qui sont proposés de manière native avec l'environnement Microsoft. Donc Xamarin vient étendre cet environnement existant. Donc là on a vu avec l'annonce de Windows 10 les Universal Apps. On va devoir continuer à faire des Universal Apps avec l'écosystème classique Microsoft et puis ajouter Xamarin pour pouvoir cibler après des plateformes telles que iOS, Android. Donc on est dans un développement natif, donc ça veut dire qu'on est capable en code C# de cibler des environnements iOS, Android en respectant ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc on va vraiment avoir accès à l'ensemble des API Xamarin et qui vont nous permettre de réaliser ce type d'interface. Vous voyez là, dans ces exemples, on est sur, je dirais, des implémentations classiques. Donc sur le développement, je dirais, classique, aujourd'hui, on a les 3 filières de développement, Objective-C, Java et C#. Donc Xamarin va nous permettre de remplacer l'ensemble de ces filières de développement à travers une seule filière de développement qui est donc C# et va nous permettre après d'adresser iOS, Android au niveau des API et des UI. Donc la partie interface, ce sont uniquement des interfaces, je dirais, en code natif. Ce n'est pas du HTML, du code interprété. On est vraiment sur une implémentation native. Alors, chose intéressante, c'est le code natif qui est produit, donc c'est du code ARM ou du code Java. Cependant, il y a aussi tout le framework Xamarin qui vient se joindre à votre application. Et ce code Xamarin, lorsqu'on est dans un développement natif, on va, par exemple pour la partie ARM, on va avoir du code ARM compilé. Donc .NET étant, il y a une machine virtuelle dans .NET, cette machine virtuelle disparaît dans le cadre du développement iOS sur la cible. Par contre, lorsqu'on est sur Java, Java travaille aussi de la même manière que .NET, on va préserver cette machine virtuelle. Alors c'est intéressant de savoir cette différence technique parce qu'il y a des choses qui vont être faisables en termes de possibilités sur la machine virtuelle que d'autres ne font pas. Typiquement, par exemple, le ramasse-miettes. Mais soyons rassurés, la Xamarin a ajouté en fait des fonctionnalités complémentaires pour pouvoir faire ce travail de ramasse-miettes dans votre code. Donc, alors, qui dit machine virtuelle .NET dans une machine virtuelle Java, la première question c'est mince, la perf. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est intéressant, c'est que lorsqu'on a un fil d'exécution .NET, le code est beaucoup plus véloce que sur le fil d'exécution Java. Donc on a des temps d'exécution qui sont assez rapides. Alors après, si on compare avec une machine virtuelle Java, si le temps d'exécution est court sur la machine .NET, on va être sur des performances qui vont être beaucoup plus avantageuses pour Java que pour la partie C#. Par contre, si le fil d'exécution est plus long sur C#, là l'avantage va être du côté de la machine virtuelle .NET parce qu'elle va être beaucoup plus véloce en termes d'exécution. Après, l'overload, c'est sur des picosecondes, c'est sur l'appel après la communication entre les deux machines virtuelles qui se font de manière extrêmement rapide. Et on va revenir sur ce sujet parce qu'il y a une partie API qui est aussi extrêmement intéressante.
Donc là, l'API qui est ciblée par le framework Xamarin vous permet d'accéder à l'ensemble du code de la machine cible. C'est-à-dire que vous avez accès, et ça c'est important, à 100% de l'API. Lorsqu'il y a une nouvelle version d'iOS qui sort, le jour même, vous avez le nouveau framework Xamarin qui bind l'ensemble des nouvelles API. Alors il peut arriver des choses un peu exotiques lorsque vous faites du développement un peu plus poussé, lorsque vous appelez par exemple des composants natifs sur la machine cible, bah forcément Xamarin n'a pas bindé ces composants que vous allez chercher chez des tiers. Rassurez-vous, là vous allez aussi pouvoir créer vous-même vos propres bindings vers d'autres API. Je prends par exemple un composant qui est, enfin un connecteur physique qui est SquareUp. SquareUp, c'est paiement de crédit, carte bleue. Il y a un dongle qui se branche en fait sur la prise jack de votre mobile. Et là, il y a une API SquareUp qui permet de communiquer avec ce dongle. Bah là, typiquement, forcément, dans l'environnement Xamarin, on n'a pas en fait cette API native. Donc là, vous allez pouvoir créer un code complémentaire dans l'environnement Xamarin et binder en fait cette API qui n'était pas packagée au préalable. Donc en gros, on a accès à 100% de l'API et 100% du code est en C#. Par contre, 100% du code ne peut pas être réutilisé sur l'ensemble des devices. Il va falloir faire un travail d'engineering. Hein. Il y a une partie qui est factorisable et une autre qui est spécifique à chaque plateforme. Comme chaque plateforme a sa propre API, ben, c'est quelque part un peu comme en logistique, hein, c'est le dernier kilomètre qui coûte cher. Ben, c'est cette partie-là en fait qu'il va falloir isoler dans votre code pour pouvoir après l'adapter à chaque plateforme. Alors je vous ai dit que lorsqu'il y a un code qui est compilé en Xamarin, il y a le code de votre application, puis il y a aussi quelque part tout l'écosystème, tout le framework Xamarin qui est embarqué. Alors dans les premières versions, pour ceux qui ont le loisir d'utiliser ces premières versions, on avait tout le framework qui était embarqué. Alors là, ça faisait une application obèse. Et là, à partir de la version 2, Xamarin a introduit les Smart Links qui permettent finalement, lorsqu'on fait un Hello World, d'embarquer que les API nécessaires pour le Hello World et non pas le reste. Donc ça permet d'alléger de manière importante le code. Là, dans cet exemple, on a, là, ce que j'ai voulu exprimer, c'était le côté API. On remarque très rapidement qu'on est sur du code C# hein, pour iOS ou Android, mais quand j'instancie mon bouton du côté Android et on voit un peu quelles sont les différences, bah, je vais utiliser l'API iOS, pardon, donc le UI bouton. Hein, et lorsque je vais utiliser, je vais appeler l'IntelliSense sur ce bouton-là, je vais avoir en fait l'ensemble de l'API, mais comme si j'étais vraiment embarqué sous iOS. Même chose pour Android. Et on voit très bien que l'IntelliSense pour les boutons qui sont de classes complètement différentes parce que spécifiques à chacune des plateformes bah, va m'apporter une implémentation, des méthodes différentes. Voilà. Donc on est capable en fait de construire des UI très spécifiques à chacune des plateformes. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir les pré-builds. Donc, ce sont des exemples qui sont proposés par Xamarin et vous avez des pré-builds sur l'utilisation de maps et autres. Donc, je pense qu'en tant que développeur, on apprend beaucoup plus vite en regardant du code. Hein. Et donc, voilà, à travers ces exemples, je pense qu'on va vous allez pouvoir très rapidement comprendre ce que c'est que Xamarin. Alors, autre point, il y a deux manières de développer des écrans sous Xamarin. Donc, soit la méthode, je dirais, classique, c'est d'utiliser les UI de vos plateformes cibles. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Xcode, faire des IHM, ou à la rigueur, avoir déjà une application existante dans Xcode où vous avez en fait designé, là, vous pouvez réutiliser l'ensemble de ces écrans-là et les intégrer dans du code .NET pour pouvoir créer vos IHM. Même chose du côté d'Android. Hein. Pour créer ces écrans, auparavant, on avait Visual Studio qui pouvait cibler uniquement la plateforme Android. Et aujourd'hui, dans Visual Studio, avec les dernières versions de Xamarin, notamment la version 3, on est capable de designer
des écrans Xamarin, des écrans iOS pardon, depuis Visual Studio. Donc ça c'est la première approche, c'est l'approche classique, et naturellement je dirais le niveau de connaissance qu'il faut avoir, c'est les patterns de vos machines cibles pour pouvoir designer ces écrans. D'accord ? Donc ceux qui ont déjà une expérience iOS Android, vous allez pouvoir très rapidement retrouver vos petits. Ensuite, depuis la version 3, Xamarin a proposé une nouvelle approche de développement, hein, c'est les Xamarin Forms, qui vous permettent de créer un formulaire en Xamarin, et ce formulaire va être auto-adapté par Xamarin sur les différentes plateformes cibles. Alors pour ceux qui connaissent en fait déjà l'expérience Forms dans .NET, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a du code behind, donc on va pouvoir en fait de manière codée réaliser ces écrans. Il y a aussi un designer, et le designer qui est proposé dans Xamarin va lui réaliser du XAML, donc exactement le même code qu'on peut en retrouver dans j'ai oublié. Comment? Ouais, WPF, merci. Ça arrive souvent. Donc là, on a listé quelques composants qui sont disponibles, et donc on va être en fait dans une approche de codage où là, on aura beaucoup plus de code partagé, hein, que dans une approche, je dirais, classique, où là, on n'avait que les IHM qui étaient différentes et les patterns associés à ces IHM. D'accord? Donc du code partagé un peu plus important avec les Xamarin Forms. Donc voilà ce que ça donne en termes de codage. Donc là j'ai un view model codé. Donc bon, chose un peu je dirais classique. Et là j'ai le code behind associé à mon view model. Et je dois sûrement avoir du XAML juste après. Donc voilà, un code XAML pour me permettre en fait de créer mon Forms. Et ça donne ceci, donc des contrôles qui sont je dirais, adaptés à chacune des plateformes. Donc j'ai qu'un seul code, et Xamarin se charge en fait de traduire sur l'ensemble des plateformes. Donc naturellement, je vais continuer à utiliser Visual Studio pour pouvoir implémenter mes applications. Donc lorsque vous installez Xamarin sur votre poste, Xamarin va étendre à travers les extensibilités de Visual Studio, les fonctionnalités de Visual Studio, pour vous permettre d'adresser les différentes cibles. Il y a aussi un atelier de développement dans Xamarin qui est Xamarin Studio. Donc, il est disponible à la fois sur PC et sur Mac, et va vous permettre en C# de coder vos applications directement en Xamarin. On a aussi un autre outil en fait qui est, il y a deux outils intéressants. Il y a un store de composants, c'est-à-dire que la communauté développeur sous Xamarin devient de plus en plus importante. Donc là, on parlait de réutilisation de composants à un moment dans les débats. C'est clairement ça. Hein, le premier réflexe, c'est d'aller voir si des composants existent et de pouvoir les réutiliser. Donc on en a un nombre de plus en plus croissant. Et là, je dirais la fonctionnalité la plus intéressante pour ceux qui ont fait des applications mobiles, je pense qu'on est tous d'accord, sont les tests. C'est juste l'horreur. Hein. Pour ceux qui ont déjà expérimenté cette partie-là. Donc là, on a, je dirais, un produit assez magique, le voici. Donc c'est Test Cloud. On parlait aussi du cloud précédemment. Là, on a un exemple en fait, typiquement de solution en cloud qui apporte une vraie valeur ajoutée. Donc là, dans le cloud, qu'est-ce qu'on a? On a une ferme, non pas de serveurs, mais de mobiles, hein, qui sont tous connectés. Donc il y a des agents qui sont installés sur chacun de ces mobiles. Donc on a accès à plus de 300 devices physiques. Test Cloud permet donc de piloter à distance ces devices physiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir installer votre application et la déployer physiquement sur ces 300 devices et commencer à jouer en fait vos tests unitaires. Là, typiquement, par exemple, on voit que j'ai créé en fait un certain nombre d'étapes, et dans les étapes 3-4, j'ai un certain nombre d'erreurs qui sont remontées.
Et là, j'ai un screenshot de chacune de mes applications mobiles. Donc je vais pouvoir voir exactement quels problèmes les applications ont rencontrés. Donc ça peut être des problèmes fonctionnels et les autres problèmes auxquels les machines sont peut-être pas enclins en fait dans certains cas à remonter des erreurs alors que c'en est en tout cas pour nous à l'œil humain, c'est quand on a des décalages d'affichage, de boutons et autres. Donc là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir comme ça browser sur les 300 devices mobiles et donc vérifier que l'application est compliant avec ces devices. Donc il faut savoir que l'utilisation de Test Cloud, c'est de la location et que il va falloir préparer par ailleurs en amont tout ce travail de test, déjà sur ces devices locaux, et s'assurer que le script de test est bien formé. Et c'est qu'après, on va pouvoir en fait exécuter ces applications, son test, sur Test Cloud pour pouvoir avoir un feedback. Donc on a un reporting assez complet et on a du coup vraiment une vraie opportunité de tester sur plus de 300 devices. J'ai aujourd'hui jamais vu personne sur son bureau avoir une batterie de téléphone mobile. Je peux vous assurer que on a détecté un nombre de problèmes ahurissants en utilisant cette plateforme. Elle est aujourd'hui incontournable. C'est-à-dire que au débat, lorsqu'on parlait en fait d'architecture, de composants, aujourd'hui, le choix de l'outil de développement ne suffit pas. Il faut accompagner en fait ces outils avec d'autres éléments et la partie test, elle est à mon sens incontournable et encore plus, c'est encore plus vrai dans l'environnement mobile. Ouais, ok, bon. Très rapidement, je suis désolé. Donc, je vais ouvrir mon Visual Studio. Je vais vous montrer un projet qui est développé et juste vous montrer un peu, quelque part, un peu... Comment ? Ah ben ouais, bravo. Excellent, bravo. C'est bon là ? Peut-être qu'il faut... ouais, mais attendez. Non, mais attendez. On va régler ça. Je vais changer dans... C'est Windows P. Merci. Alors, il faut que je... Dupliquer, voilà. C'est bon là ? Excellent. On est court en temps, Zach, si tu peux juste nous montrer un exemple de code pour voir à quoi ça ressemble. Clairement, pour ceux qui ont l'habitude, on a en fait une partie core dans laquelle on va retrouver en fait nos librairies, des ressources, donc le truc classique, je dirais en .NET, une partie business où là on va créer en fait des assemblies qu'on appelle des PCL, des Portable Class Library, et ces PCL en fait c'est important, c'est lorsque vous créez une PCL, vous lui dites en fait quel est le subset de .NET que vous souhaitez obtenir. Un subset de .NET, c'est quelle est la partie qui va être en fait exécutable sur différentes plateformes. Et lorsque vous sélectionnez en fait Windows 8, iOS, Android, et ben là le .NET se rétrécit en termes de couverture fonctionnelle et on n'a que le subset qui est adéquat. Donc là on a créé des portable librairies pour cibler en fait l'ensemble des plateformes et donc on a accès à un minimum, je dirais, de fonctions .NET qu'on peut après coupler avec un certain nombre de fonctionnalités. Donc là j'ai un DAL avec mes DAL, mes accès de DAL base, mes business logic, mes entités, enfin des choses je dirais classiques. Voilà, donc un core pour la partie je dirais framework, les DAL, et puis après la partie test cloud. Je vais montrer juste un bout de code pour vous montrer en fait ce que c'est que la classe 1, c'est pas top. J'ai peut-être pas fait de refresh, mais voilà en fait un test cloud où là je vais directement, et je pense que c'est la partie la plus intéressante, on regardera les écrans si on me laisse quelques secondes, mais là je vais directement piloter l'application en disant écoute, tu me sélectionnes le bouton, tel bouton, tu me presses un OK, et puis je vais réaliser comme ça pas à pas en fait les étapes d'animation de mon application, ce qui me permet finalement d'être cross-platform dans les tests UI pour Test Cloud. Enfin, pour terminer, la partie UI, et là c'est la partie, je dirais, une des parties intéressantes. J'ai
une partie en fait cross-plateforme. C'est dans ces UI, et je vais juste prendre une page au pif, peut-être page produit. Hop, voilà. Donc là, j'ai un composant page controller que je vais hériter et je vais fabriquer en fait ma page directement. En fait, là, dans cet exemple, c'est de manière programmatique. Et là, Xamarin va me traduire ces écrans directement sur l'ensemble des plateformes. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Merci Zach. Merci Zach. Désolé, on enchaîne un petit peu.